être le fils de Nicolas Sarkozy a été avant tout un immense honneur et privilège. Lui, c'est Louis Sarkozy, le fils de Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias. On arrive à 1h du matin, on dort 3 heures, on se réveille à 5 heures, on est tous sur la place d'Armes, il y a 600 personnes. Et là j'entends « Sarkozy !» Je dis « Oh putain, merde, putain. » Sortez des rangs. Salut, je sors des rangs. Le G1 va vous recevoir devant tout le monde. Le général en chef de l'école. Et je m'assois. Et le G1 m'a dit, je voulais juste vous dire qu'on va vous traiter comme les autres. Je dis, ah bah tiens ça c'est... Merci, mon général, vraiment, ça me touche. Donc j'étais reparti et tout le monde me regardait. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Donc j'avais peur de ça, en fait. À 14 ans, il a intégré une école militaire aux États-Unis. C'est l'une des nombreuses choses dont on a parlé ensemble à l'occasion de la sortie de son livre Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres. C'était le 15 août 2011, gravé dans mon esprit. On doit arriver à 9h du matin. J'avais passé la nuit à l'hôtel à côté à essayer de convaincre ma mère que c'était une terrible idée, il fallait pas du tout faire ça. Ils nous rasent le crâne, on passe la journée avec les parents, ils écrivent avec un Sharpie sur le bras le numéro de cadet. Image un peu désagréable d'ailleurs, mais le numéro de cadet c'est absolument essentiel pour évoluer dans cette académie, c'est comme ça qu'on récupère son linge, c'est comme ça le soir qu'on prouve qu'on est bien dans sa chambre, enfin il faut absolument s'en souvenir. Un 4-8, 4-6-7 pour vous dire à quel point c'était important. Et ils rasent le crâne, ils nous mettent dans un premier uniforme de sport, ils mettent tous les gamins sur le champ de parade, tous les parents sont là. Le président de l'école fait un discours, il dit « Ok, maintenant vous dites au revoir. Vous avez 90 secondes. » Et moi je m'effondre, comme une énorme merde. Je tombe dans les pommes même d'ailleurs, et je me souviens de voir ma mère un peu au loin. Et il y a un homme que je détestais à l'époque, mais qui aujourd'hui est devenu un de mes très proches amis, qui me fout un coup de latte par terre et qui me dit « Tu fais semblant, je sais quand les gamins font semblant. » Et je me dis, mais merde, mais où est-ce que je suis, putain, mais sortez de moi de là, mais le palais de l'Élysée, ramenez-moi les maîtres d'hôtel, et tout. Il faut absolument que je rentre en France. Et ma mère a tenu bon, a tenu le vaisseau, a tenu le navire. Elle m'a embrassé, elle a dit au revoir, et dès qu'elle est partie, ça allait mieux. Chroniqueur sur LCI et Valeurs Actuelles, ce passionné d'armes à feu de 28 ans est revenu depuis peu en France pour mener peut-être une carrière politique. Moi, je suis de droite, profondément. Ensuite, moi, je suis libéral. L'interview d'Aymeric avec Louis Sarkozy, c'est parti. Il y a une première question qui est un peu directe, c'est la question de votre légitimité. Parce que vous sortez un livre, vous êtes chroniqueur, est-ce que c'est dû à votre talent, selon vous, ou est-ce que c'est parce que vous êtes le fils de Nicolas Sarkozy? Alors sur le livre, avant tout, je trouve que je suis la mauvaise personne à qui demander cette question. Puisque la question de ma légitimité pour écrire un livre sur Napoléon se demande d'abord à l'éditeur qui a choisi de me signer. Et ensuite à l'historien Andrew Roberts qui a choisi d'écrire la préface, et à ceux qui ont bien voulu éditer, corriger et relire le manuscrit pour moi. Une fois qu'eux ont répondu à cette question, il faut demander aux lecteurs, les quelques milliers de lecteurs du livre en anglais qui ont déjà acheté le livre, etc., et les très gentils historiens, et sûrement très tolérants historiens, qui ont fait des revues positives du livre. La question envers moi n'est pas vraiment le bon axe. Si j'ai une opportunité d'écrire un livre, je l'écrirai. Je pense que tout le monde ferait la même chose. Pour LCI et pour Valeurs, c'est un petit peu la même chose. Moi, j'ai décidé d'emménager en France. J'ai toujours été fasciné et j'ai toujours voulu participer au débat culturel, en écrivant et aussi en débattant, tel que je le fais face à Raquel Garrido tous les samedis. Sur LCI, exactement. La question de ma légitimité est complètement justifiée, mais encore une fois, il faut demander à LCI pourquoi ils m'ont signé, il faut demander aux auditeurs pourquoi est-ce que l'émission marche plutôt bien. Et d'ailleurs, la rédaction est assez contente. Si vous voulez que je vous donne une réponse, moi, je dirais que c'est très difficile d'être objectif sur sa propre subjectivité. Et que bien évidemment, on ne ment à personne en disant que mon appartenance familiale, mon nom de famille, est un lubrifiant social. Ça aide, bien évidemment que ça aide. Et ça serait mentir aux gens que de dire le contraire. Mais me réduire à ça, je trouve que c'est peut-être compréhensible si les gens ne me connaissent pas très bien, mais aussi un petit peu injuste. En préparant cette interview, je me suis posé la question. En fait, je me suis dit d'un côté, oui, quand on s'appelle Sarkozy, qu'on est le fils d'un président de la République, sans doute, ça doit aider. Et d'un autre côté, les gens, quand ils vous rencontrent, ils ont déjà un a priori du fait de votre nom. Donc c'est pas forcément aussi... Alors, il faut quand même qu'on mette les points sur les i sur un truc. Moi, je n'ai jamais eu de patience avec les jeunes de grandes familles qui nous expliquent que c'est très difficile. Ça, c'est n'importe quoi. Ça a toujours été, en tout cas pour moi,
d'être le fils d'une famille française très connue, d'être le fils du président de la République, d'une facilité déconcertante. Enfin, je veux dire, j'ai toujours vécu dans un privilège ultime. J'ai eu une famille, certes divorcée, mais quand même qui m'aimait. J'étais dans des très bonnes écoles. Je n'ai jamais eu d'insécurité alimentaire, d'insécurité physique. C'est ça la vraie difficulté de la vie. C'est quand on envoie son fils en Afghanistan et qu'il se prend une balle dans le visage, ça c'est dur. Quand on a une fille qui est diagnostiquée d'un cancer à 4 ans, ça c'est la difficulté. Quand on ne sait pas ce qu'on va manger demain soir, ça c'est dur. Mais mes petits problèmes à côté d'une surexposition médiatique ou d'avoir sorti 2-3 conneries sur les réseaux sociaux quand j'avais 18 ans qui me mordent encore un peu les fesses, c'est une difficulté triviale en comparaison. Être le fils de Nicolas Sarkozy a été avant tout un immense honneur et privilège. Vous avez employé les termes facilité déconcertante. C'est des termes que vous avez employés dans une chronique pour Valeurs Actuelles où justement vous l'écriviez. Vous disiez que littéralement être le fils de Nicolas Sarkozy a toujours été d'une facilité déconcertante. Oui, j'ai écrit cette tribune parce que c'était suite aux réquisitions du parquet face à mon père et que c'était, si vous voulez, comme une intensification de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que là, peut-être qu'à n'importe quel autre moment de ma vie, les gens disaient encore plus, ça doit être dur. Oh, vraiment, ça doit être compliqué. Comment ça... D'ailleurs, très gentil, et ça part d'une qualité humaine que j'apprécie énormément et qui est le bienvenu. Mais c'est pour ça que je voulais l'écrire, c'est parce que même dans des cas comme ça, c'est facile. Ouais. Même dans des cas comme ça, dans des cas de combat et de difficulté, c'est une immense fierté. J'ai aussi eu la chance d'en parler sur LCI. Moi, je suis le contraire d'une victime, moi. Et mon père l'est d'ailleurs tout autant. Et dans les difficultés qui sont les siennes, je sais que ce n'est pas le sujet, mais vous me permettez de soulever la question. Vous savez, il est un peu comme Saint Georges qui tue le dragon. J'oublie quel philosophe utilise cette analogie, mais c'est Saint Georges qui tue le dragon, et donc il est connu comme le fort chevalier, etc. Et donc il va chercher un autre dragon, il faut qu'il perpétue sa personnalité. Et en fait, il continue à chercher des dragons jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et jusqu'à la fin, il est seul dans le désert à donner des coups de sable dans l'air. C'est comme une espèce de... Il a besoin du combat pour vivre, en fait. Il ne serait pas Saint Georges sur le combat. Et je ne suis pas le plus objectif pour le dire, mais en vérité, je vois mon père un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il est le plus Nicolas Sarkozy que dans les combats. Et que même un combat aussi difficile et peut-être aussi injuste que celui-ci lui permet de s'incarner. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et même ça, c'est mieux que l'indifférence. Après, vous dites que les gens ont été un peu en empathie avec vous sur la situation. D'autres ne l'ont pas été et ont souligné que votre parrain, c'est Bouygues. Ouais. La scène où vous commentez finalement sur LCI les démêlés judiciaires de votre père, certains l'ont jugé durement. Est-ce que c'est pas un peu étonnant, voire absurde, de se retrouver dans une situation de devoir commenter ça, vous, en tant que chroniqueur? Bah, écoutez, les commentaires critiques de cet extrait montrent avant tout que les gens ne comprennent pas vraiment comment ça se passe des moments comme ça, et ne sont pas aptes à observer les revers du décor. Ce qui s'est passé, c'est que le sujet de la semaine, c'était non seulement les réquisitions contre mon père, mais aussi la possible peine d'inéligibilité de Marine Le Pen et la politisation des juges. Le présentateur de l'émission m'appelle donc en disant « il faut qu'on parle du sujet, est-ce que tu es confortable, etc. » Mais je veux dire, tu es établi sur LCI, tu es débatteur dans cette émission, il faut qu'on en parle, enfin sinon on va se faire taper dessus parce qu'on évite le sujet. Et donc ensuite, j'ai fait un calcul, j'aurais tout à fait eu le droit de dire je refuse d'aborder le sujet, c'était ma responsabilité, ma prérogative, et je n'avais pas envie de le faire. J'avais envie de dire quelque chose, mais j'avais surtout envie de qualifier mon propos en soulignant mon manque d'objectivité totale. Et d'ailleurs, vous dites qu'il y a eu beaucoup de critiques, ce qui est vrai. D'ailleurs, on va peut-être en parler, mais n'importe quoi que je fasse, il y a des critiques. Enfin, je veux dire, je ne peux pas m'en échapper. Si je m'attachais à l'opinion publique sur les actes de ma vie, je ne sortirais pas de chez moi. Enfin, d'ailleurs, si n'importe qui va se balader sur les pages de réseaux sociaux montre que 90% de ce que je reçois, c'est des insultes. Et c'est très bien, parce que ça veut dire qu'on suscite des choses, et c'est plus l'indifférence qui me fait peur plutôt que la haine. Donc c'est tout à fait à leur droit de commenter ça, mais moi je tenais vraiment à dire ce que je pensais sur la situation, tout en soulignant mon manque d'objectivité. Et je pense que pour chaque critique qu'il y a eu, il y a au moins une personne qui a été touchée par la déclaration, et l'objectif c'était ça à la fin. Bon, on va parler un petit peu de votre parcours, parce que vous avez un parcours quand même exceptionnel, en tout cas extraordinaire au sens propre du terme. Oui, c'était une enfance étonnante, pharaonique. Et d'ailleurs, je m'en veux, c'est une fausse expression, mais je regrette d'avoir été si jeune parce que l'enfant que j'étais n'appréciait pas, comment pouvait-il, l'immensité, l'énormité de la chose.
Et c'était une expérience tout à fait exceptionnelle, avec des gens tout à fait exceptionnels. Moi, j'ai beaucoup parlé, et j'étais encore plus affecté, notamment par mes officiers de sécurité. Oui. J'étais un gamin assez antisocial, en surpoids, pas sûr de moi, pas beaucoup d'amis, etc. Et ces anges gardiens de la police nationale, qui s'appelait à l'époque le GSPR, le groupe de sécurité du président de la République, qui s'appelle maintenant le SDLP, étaient des anges bénis pour moi. Enfin, c'était l'incarnation même de la bienveillance. C'est eux qui m'emmenaient en vacances, j'étais tous les jours avec eux, c'est eux qui m'ont fait découvrir le tir, c'est eux qui m'ont fait découvrir le sport. Vous partiez en vacances avec eux, c'est ça qui est... Bien sûr, c'était mes meilleurs et mes plus grands amis, et d'ailleurs ça le reste encore aujourd'hui. Donc oui, tous les hommes qui m'ont élevé, et je pèse le mot quand je le dis, parce qu'en partie ils m'ont profondément élevé et influencé, c'était de la police nationale. Et c'est de là que naît votre passion pour les armes, où je crois, alors il y a un épisode qui est un public, où vous tirez avec des pistolets à billes, parfois, enfin, je crois que c'était en fait une sorte de jeu, si je comprends bien, avec les policiers, vous avez tiré sur des gendarmes. Alors, vous étiez jeune à l'époque. Hein, oui, je devais avoir 10-11 ans, et c'est complètement vrai, parce que les flics m'envoyaient dans les buissons pour tirer à pistolet à billes sur les gendarmes qui gardaient les jardins. Voilà, j'étais l'instrumentalisation de la rivalité entre ces deux corps, et ça m'amusait énormément. Ça vous a pas causé du souci comment le percevait votre père, en fait, cette histoire-là, avec voir son fils avec des policiers, avec un pistolet à billes Écoutez, je me suis fait engueuler, comme tous les gamins, un bon nombre de fois, mais Dieu merci, il avait d'autres choses à faire. Oui, j'imagine. Vous disiez que vous n'avez pas beaucoup d'amis. Est-ce que c'était dû à votre caractère, ou est-ce que c'était dû à la situation, le fait d'être le fils du président ? Non, c'était principalement de ma faute. Enfin, de ma faute. C'était dû à mon caractère. J'étais très timide, fusionnel avec ma mère quand j'étais gamin. J'avais beaucoup de mal. Je me souviens assez tard dans ma vie à passer même une nuit loin d'elle. J'avais vraiment de difficultés avec ça. J'étais gangréné d'angoisse et j'avais des problèmes de sommeil. Enfin, j'étais un peu un naufrage émotionnel, je sais pas, de mes 8 à mes 12 ans. Et donc j'avais du mal à m'ouvrir avec d'autres jeunes de mon âge, surtout parce que j'avais cette sorte d'élitisme de me dire « Non mais mes vrais amis, ils sont armés, ils ont 40 ans, et c'est des flics et des militaires. » D'accord. Donc d'un côté, ça me permettait d'avoir des amis fantastiques, et de l'autre, ça me donnait une excuse de ne pas en avoir de mon âge. Ouais, en fait, c'est ça qui m'a donné ma première confiance en moi. C'est de me dire que j'avais ces gars-là avec moi, quoi. Ouais, après, quand vous dites que vous étiez timide, on ne se connaît pas, hein, c'est la première fois qu'on se voit, mais je vous ai vu dans mon écran de télé. Vous n'avez pas l'air timide. À partir de quand ça a évolué? C'est quand vous êtes arrivé aux États-Unis? Oui, parce que j'ai choisi d'aller. C'est un miracle d'ailleurs que j'ai eu le courage d'y aller à 13 ans. Je me surprends encore. Ça me surprend à quel point le gamin de 13 ans que j'étais a eu la présence d'esprit de se dire que c'était une expérience absolument nécessaire et positive pour moi, malgré la relative difficulté de la chose, dans une académie militaire américaine. Ouais. Et ça, on peut dire ce qu'on veut d'une éducation militaire, et Dieu sait qu'elle a 1 million de défauts. La Valley Forge Academy en Pennsylvanie, vous êtes resté 4 ans de vos 14 à 18 ans, je crois. Exact, c'est exactement ça. On peut dire ce qu'on veut d'une telle éducation, mais la vérité, c'est que si on est un gamin avec des petits troubles émotionnels, des problèmes de sociabilité, etc., c'est un vaccin, un antidote immédiat. Et la difficulté, et d'ailleurs, en fait, c'est vrai pour une éducation militaire, c'est vrai pour l'armée en règle générale, la difficulté, telle que l'armée la met en œuvre, mais la difficulté en général est une formation monumentale, surtout quand on est jeune. Et de venir d'un milieu surprivilégié comme le mien, on l'a dit, entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie et le palais de l'Élysée, et d'être téléporté dans une chambre un peu dégueulasse, dans la Pennsylvanie rurale, avec mon compagnon de chambre, qui est mon meilleur ami jusqu'à encore aujourd'hui, Mo, qui est le père et le chauffeur de taxi, la mère est coiffeuse africaine dans le New Jersey, et la chambre à côté, c'était Jimmy Butner, fermier du Texas depuis 5 générations. Ça m'a fait le plus grand bien au monde. Ouais. Et ça a rééquilibré mon existence, parce que j'étais dans une bulle, en fait, complètement. Et d'ailleurs, pas mal de mes troubles étaient sûrement dus à ma surprotection. Donc ça m'a vraiment ramené sur Terre. Et puis, j'ai perdu tous les kilos que j'avais en trop. Je suis devenu assez sportif. Et puis, j'ai chopé une passion, comme vous le dites, pour l'armée, pour les arts martiaux, pour les armes à feu. Vous faites du MMA, je crois.
J'ai pas vraiment fait de MMA, non, je fais du jiu-jitsu brésilien, mais pas de MMA, non. D'accord. Vous avez dit, j'ai vite compris que c'est un endroit où il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer ses faiblesses. Ça, c'est quelque chose qui vous a construit? Oui, sûrement, parce que... C'est dur quand même à cet âge-là, parce que là, on parle quand même d'une période où vous aviez entre 14 et 18 ans. Oui, mais la difficulté, c'est, si vous voulez, c'est déjà elle est partout dans la vie, et moi, elle était très cadrée. Il ne faut pas montrer ses faiblesses pour une raison simple dans une académie. D'autres académies ne sont pas comme celle-là, mais celle-là en particulier, parce qu'il y a très peu d'adultes. Nous avions un officier adulte pour 250 gamins. Donc la totalité des positions de pouvoir, et de vrai pouvoir, hein, parce que les gradés ont un vrai pouvoir, et ça vous dormez, hein, et si vous faites assez de conneries, il y aura des conséquences qui viendront assez sérieuses. Ils ont un pouvoir sur votre rétention, sur votre succès académique, sur vos punitions physiques qui peuvent vous infliger en termes de sport, etc. Tous les gradés étaient des autres jeunes, et il n'y avait pas de femmes, en tout cas pas dans notre environnement direct. Et donc, il y a un environnement quasiment sadomasochiste qui se crée. Parce que, comme il y a peu d'adultes, dès que les caméras sont éteintes, les jeunes mecs de 17 ans peuvent être assez violents. Et le moindre aveu de faiblesse, c'est un peu la jungle, ils vous sautent dessus. Et deuxièmement, je suis assez convaincu que, surtout dans les écoles, les nanas, ça civilise les hommes. Et ça les force à bien se comporter, à montrer un peu de compassion, mais aussi à des trucs tout cons, à se prendre une douche, tu vois, à un peu bosser à l'école, etc. Enfin, ça cadre un peu le truc, et d'ailleurs c'est pour toute la vie. Et donc nous, on n'avait ni l'un ni l'autre, on n'avait ni l'adulte ni la femme. Et donc c'était assez facile de se retrouver en difficulté, pas se faire défoncer physiquement, ça arrivait quelquefois, mais c'était pas ça le vrai danger. Le vrai danger, c'est d'avoir des emmerdes qui s'accumulent et on peut pas rentrer chez soi, quoi. Ouais. Parce que si j'ai comme les Américains disent, un bully chez moi dans une école normale, un harceleur, je rentre chez moi, je suis protégé. Alors que là, on est tous ensemble, quoi. Donc il fallait assez vite se construire une image relativement solide ou avoir des potes autour de soi qui forment un cocon, quoi. Le sacrifice du militaire est si beau, et quelque chose qu'en France on peine un petit peu à reconnaître, mais c'est parce que lui sacrifie sa liberté, se met d'ailleurs assez directement en danger, et pas seulement des balles, mais du harcèlement ou d'autres, et sacrifie ce libéralisme dans sa vie de tous les jours, justement pour participer au bien commun. Et j'aimerais que ça soit un peu plus compris, ça, quand on voit un militaire sortant du Quai d'Orsay ou autre. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on peut apprendre de la société américaine qui a 1000 problèmes, mais qui incarne c'est pas ce patriotisme, parce que Dieu sait qu'on l'a aussi, mais c'est ce respect pour l'uniforme. Pour vous, c'est une valeur importante, le patriotisme, que vous avez connu aux États-Unis. Mais c'est absolument... Oui, alors le paradoxe, c'est moi, j'apprends le patriotisme français à l'étranger. C'est ça. Et moi, j'apprends l'histoire de France à l'étranger. Et je connais Napoléon à l'étranger. Enfin, et je me rends compte que j'aime mon pays à l'étranger. J'avoue que, pour moi, c'est pas très clair, votre positionnement par rapport à ça. C'est-à-dire que vous vouliez intégrer l'armée américaine, en même temps, vous dites patriote français. Comment vous naviguez entre ces deux pays? Ouais, il y a sûrement une hypocrisie, vous avez raison de le souligner, et j'aimerais vous dire que c'est parfaitement clair dans mon esprit, ou que ça l'était à l'époque où je voulais rejoindre l'armée américaine, parce que la vérité, c'est que quand j'avais 13 ans jusqu'à mon 22e anniversaire, j'étais convaincu que ma vie allait se passer aux États-Unis. J'ai suivi ma mère, je vivais là-bas, je me suis dit c'est là que ma vie va se faire. J'étais passionné par l'armée, l'idée de revenir en France était assez intimidante pour moi. Pourquoi ? Parce que je me disais que dans l'armée française, ça n'allait jamais être exactement comme je le souhaiterais. Il y aurait toujours des problèmes liés à mon nom de famille, à mon patronyme. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, et j'espère que je mets personne que je ne fais de problème à personne en racontant ça, mais j'ai fait une préparation militaire supérieure au 13e bataillon, il me semble, de l'école de Saint-Cyr-Couat-Quidan il y a quelques années, pour possiblement intégrer l'armée française. Et donc je postule, je suis accepté, j'y vais, c'était 3 semaines à côté de Rennes, et vraiment tout le monde m'avait assuré dans le processus de recrutement, tu vas être traité comme les autres, il n'y a aucun problème. On arrive à 1h du matin, on dort 3 heures, on se réveille à 5 heures, on est tous sur la place d'Armes, il y a 600 personnes. C'est le premier matin. Je suis à l'arrière des rangs, et là j'entends « Sarkozy !» J'ai dit « Oh putain, merde, putain. » Sortez des rangs. Salut, je sors des rangs. Le G1 va vous recevoir devant tout le monde. Le général en chef de l'école.
Donc je vais dans le bureau du G1, bien, tout le monde avait vu, entendu bien évidemment, et je m'assois. Et le G1 m'a dit, je voulais juste vous dire qu'on va vous traiter comme les autres. J'ai dit, ah bah tiens ça, merci, mon général, vraiment, ça me touche. Donc j'étais reparti, et tout le monde me regardait, alors mais qu'est-ce que c'est? Donc j'avais peur de ça en fait. Je comprends. Même dans l'armée américaine d'ailleurs, dans l'école américaine militaire que vous aviez faite, effectivement, vous avez changé de nom au début, en vous appelant Adams, je crois que c'était un jeu vidéo, la Medal of Honor. Exact. Que vous avez choisi, ce patronyme. Et apparemment, donc c'était pour pas vous appeler Sarkozy à l'époque, parce qu'en plus il y avait un contexte où on appelait Nicolas Sarkozy, on lui prêtait une passion, disons, pour les États-Unis. Vous ne voulez pas renforcer ça? Oui, c'était surtout parce qu'on ne voulait pas que des journalistes français se pointent. Et on voulait qu'on me laisse tranquille, quoi. Et aussi, je voulais être assuré qu'on me traite de la même façon que les autres. Enfin, moi, j'avais 13 ans, moi et mes parents, j'étais pas une entité décisionnaire à moi seul. Mais, comme n'importe qui peut s'en rendre compte, on ne peut pas garder un secret, surtout pas quand il y a 800 gamins dans une école, et en exactement 4 heures, toute l'école le savait, et au bout d'un an, j'ai dit, bon, je veux mon propre nom, c'est fini avec ces conneries, quoi. Le patronyme Adams, Medal of Honor, un jeu vidéo, ça m'a surpris. C'est parce que vous jouez beaucoup aux jeux vidéo, pourquoi ce choix? Non, plus du tout. Enfin, un petit peu. J'aime beaucoup les jeux de stratégie. Comme quoi, par exemple? Il y avait un jeu qui a occupé des heures infinies de ma jeune ou de ma vieille adolescence et encore récemment, je joue un petit peu, qui est un jeu de stratégie napoléonienne qui s'appelle Total War, qui est un truc tout à fait exceptionnel parce que ça vous fout en fait début 1805 en Europe. Vous pouvez incarner soit l'Empire français, soit l'Empire austro-hongrois, soit la Prusse, soit l'Angleterre. Et vous gérez tout, que ce soit le développement économique, que ce soit les impôts, que ce soit les campagnes militaires, que ce soit l'infrastructure, que ce soit les relations commerciales. Donc ça me faisait bien marrer. Non, à l'époque, je jouais beaucoup aux jeux vidéo de guerre parce que c'était ma passion quand j'avais 12 ans, 13 ans. Et c'est mes officiers de sécurité qui m'en offraient, etc., au grand désarroi de ma mère. Vous jouez avec eux, je crois, à l'époque? Oui, bien sûr. À Beauvau, vous jouez aux jeux vidéo? Oui, dans leur bureau. Oui, bah, c'est comme ça que ça m'a sociabilisé, en fait. C'est avec les jeux vidéo que je me rapprochais le plus d'eux. Vous jouez à quoi? D'une certaine manière. Half-Life, dans les bureaux de Beauvau, quand j'avais, je sais pas, 7, 8, 9 ans, enfin... Vous les battiez? Non, jamais. Ah non, ils avaient du métier. Et le travail du GSPR, c'est des longs moments d'attente et d'ennui, ponctués parfois de moments de grande intensité. Donc ils avaient le temps de s'entraîner. Dans tout ce que vous me dites là, finalement, votre père, Nicolas Sarkozy, vous l'avez assez peu vu, puisque vous étiez aux États-Unis. Je crois que vous rentriez en France une fois par mois. C'était quoi vos rapports? Bah, j'avais le rapport que tous les fils ont quand le père est pris par une carrière omniprésente. Il y avait des semaines qui se déroulaient où je ne le voyais pas parce qu'il partait avant que je me réveille, il rentrait après que je me couche. Mais ça serait vous mentir que de dire que j'en ai souffert, pardon. J'en ai sûrement un petit peu souffert, mais pas énormément parce qu'il était toujours présent, même s'il n'était pas là physiquement. Ce fut et c'est un père remarquable. Dès qu'il y avait un vrai problème, il était là. Dès qu'il y avait un événement, il était là. Il a toujours fait de ça une priorité. Enfin, c'était pas du tout une anecdote, ces enfants. Moi et mes frères d'ailleurs, et ma petite sœur aujourd'hui. Donc j'en ai pas vraiment souffert. Et d'ailleurs, l'échafaudage autour de moi, les officiers de sécurité, les maîtres d'hôtel, etc., était un espèce d'énorme airbag qui assurait justement que j'étais toujours protégé, que j'avais une présence, etc. Donc non, moi, j'en ai pas souffert. En fait, ce que vous avez dit en 2012, quand ça s'arrête, ce qui vous a fait souffrir, c'est que justement, vous n'étiez plus en rapport, enfin, vous avez continué à garder contact, mais vous ne les voyez plus au quotidien, vos officiers de sécurité, puisque par définition, eux, ils continuent leur métier. Oui. Comment vous avez vécu ce moment-là? Bah ça, c'était vraiment difficile pour le coup, parce que on passe d'une vie, pour expliquer un peu à vos auditeurs, mais où on ne prend pas une bouffée d'air fraîche en dehors de chez soi sans quelqu'un avec soi. C'est H24, 365 jours de l'année, internationalement, enfin, ils sont tout le temps là. Il y a combien de personnes qui vous entouraient à l'époque, au quotidien? Moi, j'avais 3 OS qui faisaient 2 semaines chacun. Okay. Surtout quand je vivais aux États-Unis, ils venaient pour 2 semaines, ils repartaient, l'autre était off et ils s'alternaient. Mais ils sont constamment, enfin c'est la première personne qu'on voit le matin et c'est la dernière qu'on voit le soir. Enfin c'est H24, enfin c'est complètement constant. Et du jour au lendemain, ils disparaissent.
J'avais 15 ans, donc j'étais pas hyper développé et prêt à encaisser un tel truc. Et pour moi, c'était vraiment, c'était pas seulement des amis qu'on perdait, mais c'était un monde, quoi. Parce que, vous l'avez dit, mais leur bureau à l'Élysée, j'y passais des heures à faire que ça. C'était constamment une source de conseils, si j'avais des problèmes, une espèce de nid de ressources où on pouvait se plonger. Dès qu'on avait n'importe quelle chose à régler, ils étaient là. Enfin, et le truc disparaît d'une violence assez inouïe. Mais qu'est-ce que vous voulez, on fait avec. On avance. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je suis encore sous protection policière pour une raison complètement différente et beaucoup moins constante. Mais vous savez, mon père a une équipe de sécurité qui est restée avec lui. En tant qu'ancien président. Exact, en tant qu'ancien président. Et vu la difficulté de certains des sujets qu'il a taclés, c'est compréhensible. Et depuis que moi, je suis sous menace de mort suite à certains de mes commentaires, j'ai eu la chance de bénéficier d'un de ces mecs-là, donc, que je connais depuis 4 ans, qui est délégué de l'équipe de mon père et qui est avec moi de temps en temps pour les apparitions publiques ou autres. On parlera des commentaires après. Bien sûr. Donc ça fait plaisir parce que, enfin, je vais terminer avec cette anecdote, mais à mon mariage, Franck, je ne vous donnerai pas son nom de famille, qui me connaît depuis que j'ai 4 ans. Il y a 2 ans, oui. Et moi, j'étais pas émotionnel pendant mon mariage. Je n'ai pas la larme facile. D'ailleurs, je m'énerve pas facilement non plus. Je suis pas la personne la plus émotionnelle au monde. Et je suis assis devant tout le monde. Il y a ma femme à mes côtés, le maire qui récite son texte, etc. Et au moment où on va signer le manuscrit, je me retourne et Franck, qui doit faire 1m86, chaque épaule est dans un code postal différent, enfin, vous imaginez le caractère, est en larmes, mais pas mignon, genre, il était en train d'étouffer de sanglots, et il se cache dans le coin de la salle pour essayer de cacher ça. Et là, c'est d'ailleurs la seule fois dans les années récentes où j'ai vraiment senti le nœud dans ma gorge. Là, là, il y a quelque chose, là. C'était moins l'événement, qui est quand même majeur, que ces sentiments. Oui, parce que, enfin, c'est toujours ça d'ailleurs, et je pense que c'est quelque chose d'assez, c'est plus vrai chez les hommes que chez les femmes, mais ça fait toujours, pas plus mal, mais c'est toujours plus prenant quand c'est le stéréotype du masculin qui s'effondre un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Quand les grands fléchissent, quand l'immense édifice montre ses failles, c'est toujours beaucoup plus prenant que quand quelqu'un qui a l'habitude de pleurer pleure. Et de voir cet homme qui me connaît depuis quasiment aussi longtemps que mes parents, quoi. Fléchir comme ça, c'était, oui, ça a eu son effet. On va parler après de vos idées politiques, mais une dernière question quand même sur votre famille, parce qu'on a beaucoup parlé de votre père. Vous avez cité votre mère, donc Cécilia Sarkozy, Cécilia Attias, en disant que vous étiez proche d'elle quand vous étiez petit. Vous avez écrit un livre ensemble, il y a 5 ans, vos désaccords, vous faisiez une sorte d'échange épistolaire où vous faisiez part de vos désaccords politiques, ou accords d'ailleurs. Bien sûr. Quelle est son importance, Cécilia, dans votre devenir? Parce que c'est elle qui vous a accompagné aux États-Unis, c'est avec elle que vous étiez. Dans quelle mesure elle a pesé sur ce que vous êtes aujourd'hui? De la même façon que beaucoup de mères ont pesé sur beaucoup de fils ou beaucoup de filles, qui est absolument capitale. Enfin, elle est toujours, mais c'est différent aujourd'hui, bien évidemment, parce que les enfants grandissent, etc. Mais c'était ma protectrice en chef. C'était l'ultime cocon de protection, en fait, c'était l'intimité multipliée par 20, quoi. C'était vraiment l'ultime cocon de protection. Et bien sûr, elle est non seulement ça, c'est-à-dire pleinement mère, mais c'est aussi une femme qui a nagé et navigué dans les plus hauts courants politiques de France pendant des années, et donc qui connaît parfaitement les médias, qui connaît parfaitement la diplomatie, et donc qui est aussi un conseil assez remarquable. Et se rajoute à son expérience maintenant une sorte de sagesse avec son regard lointain, absolument essentiel, bien sûr. Et c'est pour ça que ce livre, le premier livre que j'ai fait avec elle, était particulièrement important pour moi, non seulement parce que je pense que les désaccords qu'on avait étaient intéressants à notre époque, parce qu'on le fait en 2019, je pense que l'histoire dira que 2017, 2018, 2019, c'était peut-être les hauteurs du mouvement wokiste, et quand je dis ça, ça veut dire plus l'incapacité d'avoir certaines conversations.
Parce qu'à l'époque, vous étiez, il faut qu'on comprenne bien, vous étiez à l'université américaine à New York. Et donc vous avez effectivement le wokisme tel qu'on l'entend aujourd'hui aux États-Unis, il est né avant, il est arrivé aux États-Unis beaucoup plus avant qu'en France. Bien sûr, bien sûr. Et vous l'aviez vécu parce que vous étiez en université américaine. Oui, alors moi j'étais à NYU, comme vous le dites, qui était effectivement gangréné de cette pensée-là, mais c'est même pas là, j'ai pas envie de... Enfin on peut si vous voulez, mais de critiquer les principes mêmes de cette idéologie, parce qu'on peut le faire. Mais il faudrait la définir. C'est quoi le wokisme? Alors le wokisme est un terme parapluie qui regroupe en vérité des écoles de pensée différentes, des écoles qui, à l'origine, la plupart viennent de sources de compréhension néo-marxiste, où il y a une hiérarchisation des groupes, en fait, où d'ailleurs l'individualisme est complètement balayé en faveur de l'appartenance au groupe. Ça, c'est un aspect. Il y a aussi un côté, particulièrement en Occident, qui est très... qui relève plutôt de l'autoflagellation, où il y a une sorte de haine de sa propre civilisation, ce qui est d'ailleurs paradoxal parce qu'elle a permis l'émergence de cette idéologie. Donc c'est vraiment de l'autoflagellation. Il y a aussi une doxa quasi religieuse qui est que de remettre en cause certains des dictats énumérés sous ce terme parapluie revient quasiment au blasphème politique et qui ont des conséquences qui suivent. Alors comme on n'est plus au XIVe siècle, ils ne peuvent plus brûler au bûcher, et on n'est plus en 1793 et on ne peut plus les guillotiner. Alors ce qu'on fait, c'est la mort sociale. Donc il y a une espèce de meute en ligne qui s'organisait, où le moindre opinion problématique sur l'esclavage, sur Black Lives Matter, sur le mouvement transgenre, etc., était suivi d'une tentative d'assassinat. Et je pense que cette école de pensée-là est en voie de décomposition aujourd'hui, va peut-être être ressuscité par les excès de Donald Trump, ce qui est un sujet fascinant. J'allais vous le dire, c'est-à-dire que oui. Ce que vous dites sur le wokisme, on peut le dire aujourd'hui du trumpisme. C'est-à-dire qu'il y a des termes qu'on ne peut plus employer, à l'inverse, quelque part en miroir, reproduit la même censure. Alors, si on était en train d'avoir cette conversation il y a un an... Je ne les compare pas tout à fait pareil, mais disons qu'il y a des points communs. Il y en a. Si on était en train d'avoir cette conversation il y a un an, j'aurais dit pas du tout. Vous avez complètement tort. Aujourd'hui, je soupçonne que vous avez en partie raison. Surtout avec, je ne sais pas si vos éditeurs suivent, mais je trouve ça à la fois terrifiant et fascinant, l'émergence d'une espèce de nouvelle droite sous des égéries comme Tucker Carlson, qui nous explique par exemple, à travers le podcast avec cet historien qui n'en est pas un, qui est un imposteur, mais qui a le premier podcast historique aux États-Unis, qui nous expliquait que le vrai méchant du XXe siècle, c'était Churchill, que Hitler n'était pas vraiment un antisémite, et d'ailleurs que toutes ses vues contre les juifs sont exagérées, et que voilà, enfin un côté révisionniste complet. Et ça, il y a 5 ans, à droite, c'était vu comme, enfin ça n'existait pas. Et le triomphe de novembre 2024 a permis à cette droite révisionniste qui effectivement s'inscrit vraiment dans certaines méthodes du wokisme et même dans certaines conclusions quasiment marxistes, de réémerger. On parle un petit peu justement de politique, si vous le voulez bien, parce qu'on l'a un peu abordé là quelque part à travers le wokisme. Bien sûr. Et bon, la politique, vous vous exprimez régulièrement sur des questions politiques. Moi j'ai une question simple, c'est comment vous vous qualifiez politiquement? Moi je suis de droite, profondément. Et c'est très important de le dire. Pour une raison simple, c'est que dès qu'on offre une offre politique, que ce soit électoralement ou même dans le débat culturel, il faut s'identifier. Et on dit toujours le clivage droite-gauche, c'est passé, moi je suis les deux en même temps, ou je suis rien du tout, etc. Erreur fondamentale. Parce que quand je dis que je suis de droite, et que je vais à une élection, et que je suis élu, les gens savent ce qu'ils ont. En tout cas, ils ont le concept, en tout cas. Et s'ils ne sont pas contents avec ma candidature, avec mon bilan, avec les promesses que je n'ai pas tenues, ils peuvent aller à gauche. Et il faut leur donner l'alternative. Et si le candidat de gauche, lui aussi, ne satisfait plus, il faut pouvoir revenir à droite. Il faut s'identifier non seulement en tant que quelque chose, mais contre quelque chose. Ça s'appelle l'alternance. Et c'est d'ailleurs le principe de nos démocraties, la division. Je frémis quand j'entends les gens parler de la politique de l'unité. Mais la politique, c'est la division par définition. Et tant mieux. Ça n'existe pas, le sens commun pour tout le monde, l'idée que tout le monde est d'une même opinion, ça n'a quasiment jamais existé. Il faut absolument pouvoir diviser. Et d'ailleurs, on divise, mais sans la violence. C'est ça la leçon. On vit dans un monde, c'est le philosophe Samaris qui dit ça,
où on a deux choix en vérité, et c'est plus une question de degré, et on peut bouger la manivelle d'un côté ou d'autre, entre la violence ou la conversation. Et quand il y a la conversation, quand il y a la division par la conversation, il n'y a pas de violence, il y en a moins. Et quand il y a la violence, il n'y a pas de conversation. L'un éteint l'autre. Donc c'est essentiel de dire qu'on est de droite, et je suis de droite. Ensuite, moi je suis libéral. Ouais, j'allais vous dire, parce que être de droite, je veux bien qu'on le définisse. Bien sûr. Être de droite, ça veut dire quoi aujourd'hui? Oui, alors c'était le sujet de ma première tribune pour Valeurs, où j'essayais vraiment de dézoomer. La droite, c'est plusieurs choses. Je pense que le conservatisme est ancré dans l'identité de la droite. Qu'est-ce que je veux dire par conservatisme? L'appréciation des choses qui sont venues avant nous, des institutions et des hommes et des femmes, de la culture et des normes, la tradition. Le mec ou la femme de droite dit « Ok, je ne suis pas la première génération sur Terre. Est-ce que nos ancêtres ont fait des erreurs? Bien évidemment, ils étaient humains. Mais grosso modo, nous sommes le fruit de leur travail. Donc on apprécie. Et si on doit faire des réformes, très bien, mais on va doucement. » C'est la phrase du philosophe et du professeur Robert Curry quand il essaye de définir le conservatisme. Il dit ça: « Le monde est rempli de cons et de mauvaises idées. Donc, on avance doucement. » Pas de grandes réformes immédiates, pas de révolution où on casse tout, pas de salut du comité public, pas de nouvelle religion. Non, on apprécie l'œuvre de nos pères et de nos mères, même si elle est perfectible, et d'ailleurs on travaille vers leur perfection, mais on conserve ce qui est à conserver. Et on le fait toujours en cultivant la gratitude. Ça, c'est le conservatisme. Ensuite, le côté libéral est pour moi tout aussi important, parce qu'aujourd'hui, surtout face à notre gauche, et là je parle vraiment à la gauche la plus dingue qu'est la nôtre aujourd'hui. Laquelle? Celle de la France insoumise, mais pas que. En fait, je ne parle pas forcément de famille politique, je parle d'école idéologique. Les déconstructeurs, les néo-marxistes, les communistes, etc., qui sont tout à fait insupportables, qui méritent de participer au débat républicain. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout de ceux, que ce soit pour LFI ou pour le Rassemblement national, qui disent qu'ils sont hors de l'arc républicain. Parce que si on prend les électeurs du Rassemblement national et les électeurs de la France insoumise, on exclut la moitié de l'électorat français. Et est-ce qu'on est en train de m'expliquer que la moitié des électeurs français n'appartiennent pas à l'arc républicain? Enfin, on est chez les dingues, c'est n'importe quoi. Le Rassemblement national et la France insoumise appartiennent à l'arc républicain. À partir du moment où on se présente à des élections, on appartient à l'arc républicain. Mais face à cette école de pensée gauchiste, communautaire, réductionniste, déconstructeur, il faut pouvoir dire que la droite a comme une de ses idées centrales la maximisation de la liberté individuelle, de considérer que l'individu est souverain, que ça soit comme acteur économique, comme acteur social ou acteur politique. Et donc le mélange entre la maximisation de la liberté individuelle, la liberté de travailler quand on veut, la liberté de voter pour qui on veut, la liberté de ne pas être écrasé par une fiscalité étatique constante, la liberté de pouvoir déménager facilement, ouvrir une entreprise facilement, etc., mélangé avec une appréciation historique de la culture de nos pères, une appréciation de nos institutions. Pour moi, si on a ces deux axes-là, on est déjà pas mal, quoi. Il me semble qu'on a des fondations qui sont relativement stables face à l'océan d'ineptie, au bateau sans quille, d'une gauche régressive qui en vérité est extrêmement dangereuse. Nous sommes incompatibles avec les progressistes, parce que pour le progressiste, d'accord, le vrai progressiste, le passé est l'enfer et l'avenir est le paradis. Or, nous à droite, on se méfie des grandes promesses et on apprécie le passé. Donc on est incompatibles. Alors, en gros, vous êtes un libéral conservateur. Il y a beaucoup de gens qui se réclament de ce terme, libéral conservateur. Mais dans les idées que vous avez exprimées, parfois vous sortez un peu de ce cadre-là, me semble-t-il, j'aime bien qu'on en parle, sur le cannabis, par exemple. Ça, c'est votre côté libéral, j'imagine, qui prend le dessus. Vous êtes pour la libéralisation du cannabis? Oui, et c'est le côté libéral parce que c'est basé sur une chose assez simple, c'est que le consommateur de drogue, alors attention au terme drogue, parce que, encore une fois, un terme parapluie, qui va du sucre à l'alcool, à la cigarette, jusqu'à l'héroïne, et d'ailleurs les addictologues ne parlent pas de drogue, ils ont des termes beaucoup plus précis pour définir. Mais si nous parlons du cannabis, la consommation de cannabis, si elle n'est pas reliée à une mise en danger de la liberté d'autrui, c'est-à-dire je ne prends pas un véhicule, ne fait du mal qu'à sa personne.
Or, si je n'ai pas le droit et la liberté de me faire du mal à moi-même, qu'est-ce que ça veut dire la liberté individuelle ? Si je trouve que les bienfaits mentaux de l'utilisation du cannabis valent le coup par rapport à la diminution de ma capacité pulmonaire ou que sais-je, n'importe quelle équation qui est la mienne, je devrais pouvoir le faire. Ouais. Et d'ailleurs, autre ironie, il semblerait, en tout cas le modèle du Portugal et quelques modèles américains, mais pas tous, c'est à prendre un peu avec des pincettes, montrent que c'est assez utile et pragmatique et que ça marche. Pourquoi ? Parce qu'en légalisant la chose, on enlève à toute l'entité criminelle illégale la possibilité de monopoliser le marché. Donc en fait, on leur tire le tapis sous le pied, quoi. Et si on veut une réduction des trafics et de l'existence de ces dealers et de ces réseaux de deals, la légalisation ou la dépénalisation va orienter immédiatement la clientèle vers des achats plutôt légaux. Pourquoi ? Parce que si je vais acheter du cannabis, je ne vais pas du tout aller vers une source qui n'est pas réputable, je ne sais pas d'où elle vient, qui est peut-être coupée à des cochonneries, et je sais que je vais me porter vers quelque chose qui est peut-être un petit peu plus cher, mais je sais que les organes de santé du gouvernement ont vérifié le contenu, que la chose est cadrée, etc. Ça n'arrive pas immédiatement, mais le Portugal montre que ça arrive assez directement sur le moyen terme. Donc moi, sur cette question, c'est la main droite et la main gauche. La main gauche, c'est la dépénalisation ou la légalisation, et la main droite, c'est de taper avec toute la force de l'État sur les dealers qui persistent. Vous en fumez, vous, du cannabis ? Non. J'ai fumé quand j'étais plus jeune. Pas extrêmement, mais là j'ai complètement arrêté pour la simple et bonne raison que j'étais testé assez régulièrement, non seulement à l'école militaire, mais ensuite après. Et que là, je postule pour la réserve de l'armée française, où je suis aussi soumis à des tests. Et en toute honnêteté, j'ai complètement perdu le... Quand j'avais 18-19 ans, la chose m'attirait assez. Parce que j'aimais beaucoup être plus relaxé, je trouve que ça me calmait, etc. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça me tente plus du tout. Et je me dis que ça serait un facteur anxiogène pour moi. Non, ça fait des années et des années que j'en ai plus fumé. Ce que vous dites là, vous savez qu'une bonne partie de la droite, y compris chez les Républicains, ne partage pas votre avis. Hein. Encore heureux, c'est pas le Parti communiste. Bon Dieu, on a des désaccords, tout le monde a des désaccords. Moi d'ailleurs, je suis pas aux Républicains, hein, c'est ma famille politique parce que je suis de droite républicaine. Mais ce que je veux dire, c'est que les conservateurs, alors peut-être pas les libéraux conservateurs, mais le conservatisme est guère favorable à la libéralisation du cannabis de manière générale. Oui, donnez-moi quelques années pour les convaincre. Autre question, la GPA. La GPA, qui est votre mère lors de la sortie de votre livre il y a 5 ans, se questionnait et disait qu'elle connaissait des gens qui avaient eu recours et qu'elle n'était pas forcément opposée. Vous, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, qu'est-ce que vous en pensez de la GPA ? La question est infiniment complexe et pour cette raison d'ailleurs infiniment intéressante. Parce que d'un point de vue purement libéral, si le couple a besoin d'un enfant ou a envie d'un enfant, et si la femme porteuse est complètement d'accord, etc., mon premier réflexe de libéral est de dire en quoi est-ce que l'État va aller foutre son nez là-dedans et va expliquer à cette femme qu'elle n'a pas le droit de faire cela avec son corps. Et je dois dire que je suis majoritairement encore sur cette vue-là. Je demande à être convaincu du contraire. J'ai écouté beaucoup d'arguments sur la commercialisation des ventres des femmes, et il est vrai qu'elle est assez désagréable, mais le principe du libéral, c'est quand même de dire que quelque chose peut être tout à fait désagréable, on peut critiquer la chose socialement, on peut écrire des tribunes, on peut publier des livres, on peut essayer de convaincre, on peut faire des conférences, mais ne pas avoir recours au droit. Moi, je serais plutôt pour dire que j'ai du mal à comprendre en quoi l'État va aller se foutre entre des relations entre individus majeurs vaccinés et libres de leur propre choix. Si vous deviez voter, vous voteriez pour ? Si je devais voter pour un projet de loi là-dessus, je passerai quelques mois à relire les textes fondamentaux avant de vous donner une réponse, mais je penche vers la légalisation, oui. On a défini la droite, vous avez parlé de votre côté libéral, le conservatisme. Je veux bien qu'on définisse, c'est important la définition des termes. Ah c'est ce qu'on a, mais ça c'est... Toutes les discussions, c'est sur ça. Mais vous avez tellement raison, c'est ce qu'on apprend le premier jour de la première année d'un diplôme en philosophie. Alors, définissons nos termes. Parce que, enfin, et juste, avant de vous laisser poser cette question, mais vous ne savez pas à quel point vous avez raison, parce que 80% de tous les débats télévisés, où il y a un désaccord, en fait, il n'y en a pas. Les gens se parlent en parallèle, ne se croisent pas, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les définitions du terme. C'est crucial de définir les termes, mais malheureusement, dans notre environnement médiatique, où la pression du temps est assez accrue, c'est très difficile de poser le temps et de réfléchir, d'où l'importance d'interviews comme celle-ci d'ailleurs, parce qu'on a le temps. Ou de podcasts, parce qu'on a le temps. Exactement. Et alors,
je voulais qu'on définisse un terme dont on parle beaucoup, vous y compris, c'est le terme extrême droite. C'est quoi l'extrême droite pour vous? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, comme nous sommes un pays à longue conscience historique, est parti d'extrême droite ce qui a une histoire d'extrême droite. En partie. Le Rassemblement national, aujourd'hui, est catégorisé comme d'extrême droite. Justement parce que, et personne ne le nie, ni même eux-mêmes, a été fondé par des personnages tout à fait insupportables et soutenaient des idées, pendant une grande partie de leur histoire, qui étaient honteuses. Après, la question se pose, est-ce qu'un parti qui était d'extrême droite un jour peut cesser de l'être? Et ce que le Rassemblement national a fait depuis les peut-être 5 ou 10 dernières années, et je pense que le phénomène de Jordan Bardella en est l'incarnation, c'est une recentralisation, un processus de respectabilité. Et moi, je vais vous dire, je ne suis pas du tout adhérent du Rassemblement national, parce que, en vérité, je ne crois pas en ce parti. J'ai pas mal d'amis qui sont au Rassemblement national. Moi, je n'y crois pas forcément. Mais à partir d'un moment, il faut pouvoir laisser les partis re-rentrer dans l'arc de la respectabilité. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, que M. Bardella aille en Israël, enfin, je veux dire, la seule chose qui est pire, c'est qu'il n'y aille pas. C'est la plus grande insulte qu'il peut donner à ses prédécesseurs antisémites d'aller en Israël. Enfin, je veux dire, on s'attend de quoi de plus? C'est un peu la même chose. Alors, plusieurs commentateurs doutent en fait de sa bonne foi et voilà un geste politique pour s'attirer l'électorat favorable à Israël. Oui, enfin, écoutez, à force de porter l'habit du moine pendant des années, on devient peut-être le moine. Enfin, je veux dire. Et d'ailleurs, je sais pas, vous pensez que Jordan Bardella est antisémite? Moi, je pense assez peu, en vérité. Oui, mais moi, je ne le pense pas. Et en vérité, quand on regarde les propositions de loi de ce parti, sur cette question particulièrement, ça serait très difficile d'argumenter que c'est le même parti qui a 60 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des personnages ou des positions hautement problématiques. On l'a vu d'ailleurs pendant les législatives, et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je ne crois pas en ce parti. Je ne pense pas qu'ils étaient vraiment prêts pour la dissolution, et d'ailleurs on a vu des candidats, il y avait des photos d'eux en train de faire des saluts nazis, avec des casquettes nazies, enfin, et donc on se rend compte que clairement dans ce parti, il doit toujours avoir un espèce de nid de vieux loups complètement désagréables qui nagent quelque part là-dedans. Mais grosso modo, je pense que ce parti devrait avoir le droit, s'il fait ses preuves, de sortir de la définition de l'extrême droite et de re-rentrer, de repasser le cordon sanitaire. Et d'ailleurs, c'est très utile parce que ça nous permet d'isoler les vrais dingues. Parce que c'est d'ailleurs un des problèmes de la gauche et du wokisme, on en parlait. À force de dire que tout le monde est d'extrême droite, que tout le monde est fasciste, que tout le monde est antisémite ou raciste, ça enlève les dents des termes. Et quand on tombe sur un vrai fasciste, on l'accuse du même mot que le mec qui pensait juste que la GPS était insupportable, et du coup, on ne peut plus le taguer, en fait. On perd la capacité de répondre à cet homme. C'est très important. Les mots ont un sens, on parlait des définitions. Il faut garder le poids de ces mots. Donc, pour résumer ce que vous dites que pour vous, le Rassemblement national n'est pas un parti d'extrême droite, mais qu'en son sein, il y a des membres d'extrême droite. Je pense qu'il est en train de ne plus le devenir. S'il continue de suivre la trajectoire imposée par exemple, le phénomène Bardella, de processus de respectabilité, parce que si on devait disséquer chacun des positions de M. Bardella, je pense que s'il prenait les mêmes positions et il allait au LR, ça serait assez cohérent, en vérité. En quoi vous êtes d'accord avec lui et en quoi vous n'êtes pas d'accord avec lui sur le Rassemblement national, c'est pas des libéraux du tout. Et c'est ça, pour moi, le vrai problème de ce parti, c'est que c'est des étatistes. Et quand Marine Le Pen fait une interview avec Darius Rochebin et que Darius Rochebin lui pose une question, on peut être d'accord ou pas, mais c'est une question légitime. Est-ce que la France a trop de fonctionnaires? Et qu'elle répond non, mais ça c'est des trucs de droite. Mais vous vous rendez compte, enfin, même eux ne disent qu'ils sont pas vraiment à droite sur cette question-là. Donc c'est ça le vrai sujet de désaccord. Je pense que le Rassemblement national considère que dans l'État, pour l'État, sur l'État, il y a toutes les réponses aux problèmes des Français. Or, je suis assez convaincu que les Français ont les réponses eux-mêmes. Et que si on levait un peu la botte étatique de leur gorge, ils pourraient se débrouiller bien mieux que si on essayait de leur imposer d'autres choses. C'est ça le principal sujet de désaccord. C'est pas du tout parce que je pense que le Rassemblement national sont tous des fascistes. Mais c'est n'importe quoi, ça. Et puis c'est le premier parti de France. Il faut quand même assumer ses positions. Si je pense que le Rassemblement national est fasciste, j'argumente donc qu'il y a à peu près 35% des Français qui sont fascistes. Bah, alors c'est pire. Alors sinon, ils supportent le fascisme sans l'être. Enfin, ça n'a pas de sens. Les mots ont un sens.
Sur Emmanuel Macron, il y a 5 ans, vous disiez sur Europe 1, à l'époque, il y a 5 ans, vous disiez « Il est souvent injustement critiqué et je trouve qu'il est un personnage assez sympathique ». Est-ce que vous le rediriez aujourd'hui, ça? Écoutez, je ne le connais pas. Quel regard vous portez sur Emmanuel Macron, sur son action à la tête de la France? Écoutez, je pense que le pays va mal, que bien évidemment tout le monde a sa part de responsabilité, lui le premier, et que la majorité des Français ne sont pas du tout satisfaits du travail qu'il a fait, en grande partie. Je suis plus d'accord avec lui sur l'international. Je pense qu'il a raison sur le conflit ukrainien. Et je pense qu'il est complètement dans le juste quand il voit des opportunités à l'international où la France peut se hisser. Après, je lui en veux énormément sur la dissolution, pas personnellement, mais vous comprenez. Je pense que c'était une erreur énorme et que le désordre qu'elle nôtre aujourd'hui est entièrement sa faute. Enfin, je veux dire, il faut qu'on puisse prendre les responsabilités et le dire. Enfin, c'est entièrement sa faute et c'était complètement évitable. Je pense qu'il misait sur le succès et le triomphe du Rassemblement national parce que tous les présidents en cohabitation gagnent en popularité. Il aurait eu Bardella comme Premier ministre. Il a sûrement misé sur la soi-disant incompétence du Rassemblement national de gouverner. Il y aurait eu les Jeux Olympiques, peut-être qu'il pensait que ça allait être une catastrophe, et donc il aurait fini son mandat en hausse de popularité, en incarnation même du barrage républicain, et il serait dit, pour 2032, voilà sur quoi je fais campagne en fait, c'est moi qui tenais le navire à la fin. Or, pour citer le grand philosophe américain Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on prenne un point dans la gueule. Et il a pris un point dans la gueule parce que je pense que ça ne s'est pas du tout passé comme il l'a voulu. Et que maintenant on est bloqué, qu'il y a 3 blocs, que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'il n'y a pas une majorité claire avec le président, que la crise financière est peut-être juste derrière la montagne et que les choses vont très mal socialement et qu'en France c'est très dangereux pour une raison simple, c'est que nous c'est 14 constitutions en 2 siècles. Ouais. 14 régimes en 2 siècles. Et si on pense que les révolutions, ça n'existe plus aujourd'hui, qu'en France, ça ne peut pas arriver, je pense qu'on n'a rien compris. Nous, quand ça va mal, ça va très mal. Et donc là, on a une crise parlementaire, l'incapacité de faire vraiment évoluer les choses, des ministres en CDD, une crise politique, une tension sociale qui brouillonne, qui monte, et le feu qui s'accentue, les choses peuvent très mal se passer. Je ne dis pas que c'est ma prévision, je ne dis pas que c'est souhaitable, que Dieu garde, il faut absolument empêcher ça, mais je dis que c'est possible, et que c'est fortement possible d'ailleurs. Je voudrais revenir sur un article que vous avez écrit le 20 novembre 2024 sur le site belge 21 News, intitulé « Les leçons de la victoire de Donald Trump pour la droite européenne ». Parce que c'est un article qui est intéressant, dans le sens où j'ai l'impression que c'est l'article qui exprime le mieux vos idées politiques. Vous tirez des conclusions de la victoire de Donald Trump, et vous dites, par exemple, Trump a su parler aux jeunes hommes, en abordant des thèmes comme l'économie et la sécurité, mais également la masculinité et les valeurs traditionnelles. Oui. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais la masculinité, à l'ère post-MeToo, c'est un vrai sujet. Quel regard vous portez là-dessus ? Écoutez, moi, je considère que la masculinité est une des valeurs les plus importantes de nos sociétés. Et qu'elle est absolument cruciale, non seulement à la croissance, au développement, mais à la protection de nos sociétés. Et qu'on peut gueuler sur la masculinité et gueuler sur les hommes à partir du moment où ils ne sont pas dans les tranchées à Verdun, parce que quand ils sont dans les tranchées à Verdun, soudainement, il n'y a plus de critique de la masculinité. Parce que les valeurs de la masculinité, l'abnégation de soi, la discipline, la protection d'autrui, le travail, le courage, toutes les sociétés en ont besoin de temps en temps. Et nier ça, ça me semble être l'ultime privilège des sociétés qui n'ont pas vraiment de problème. Alors Dieu sait qu'on en a aujourd'hui, mais on n'a pas perdu l'Alsace, il n'y a pas des bombardements de Paris, on n'est pas dans une pandémie type influenza à début du XXe, etc. On a des problèmes, et comme je viens de vous le dire d'ailleurs, qui sont assez cataclysmiques, qui peuvent très mal se passer. Mais ce n'est pas l'Afghanistan ici. Les choses, on vit quand même dans un pays développé, un pays stable. Donc on a le luxe de dire que la masculinité c'est insupportable. Erreur fondamentale. Et moi, je pense que quand on élève des enfants, surtout des jeunes garçons, surtout à notre époque, il faut absolument leur dire que la masculinité, c'est essentiel, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille et pour leur société. Pour être concret, par exemple, sur la question du congé paternité, un couple a un enfant, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'un père puisse prendre un congé paternité plus long qu'aujourd'hui, ou partager la durée comme c'est le cas en Suède ? Écoutez, moi, ça c'est l'immense luxe d'être un libéral,
c'est qu'on pense que ça devrait relever au choix individuel et que le job de l'État, c'est de sortir un peu de l'équation. Si certaines familles pensent que c'est nécessaire parce qu'il y a un trouble de santé du petit ou quoi que ce soit, ou parce que la mère a une activité professionnelle qu'elle ne peut pas sacrifier, bien sûr. Je suis toujours un peu agacé par cette volonté de réduire ces questions sur le point de vue collectif et de détruire l'individualité de la chose et d'essayer de faire un pansement sur l'immensité des possibilités individuelles des familles françaises. C'est pas possible. Et c'est d'ailleurs un grand avantage dans les débats quand on est libéral de dire ça. C'est pas mon problème, en fait. Mais juste pour finir sur la masculinité. Et le psychologue et le chercheur américain Jordan Peterson, que je ne suis pas fan de tout, hein, mais lui a fait un point que je pense est absolument redoutable sur la masculinité. Assez controversé aux États-Unis. Très controversé partout dans le monde, comme tous les bons chercheurs d'ailleurs. Il fait un point qui, il me semble, est tout à fait remarquable et vraiment pousse à réfléchir. Il argumente que la moralité, ce n'est pas du tout la faiblesse, et que si on est faible ici, ça veut dire incapable de faire du mal. Physique, moral, intellectuel, ce que vous voulez. Si incapable de faire du mal, on n'est donc pas moral, puisqu'on ne pourrait pas faire du mal même si on essayait. On est juste faible. Et d'ailleurs, on est donc incapable de faire du mal, même quand on a besoin de faire du mal. On est incapable de défendre son pote ou sa femme quand on se fait agresser dans la rue. On est incapable de dire, quand il y a une déclaration houleuse contre une minorité, qu'on doit la défendre, etc. Donc la faiblesse n'est pas la moralité. La moralité, c'est d'avoir une force et une férocité importante, une capacité de faire du mal, et de ne pas le faire. Ou alors de le faire que quand c'est justifié. Et ça, pour moi, c'est absolument crucial, cette différence. D'avoir une immense épée, mais de la garder dans le fourreau, qui n'a rien à voir avec pas avoir d'épée du tout. Et la masculinité, c'est ça, c'est d'un côté la capacité de faire du mal, physiquement, moralement, intellectuellement, et de l'autre, la retenue de ne pas le faire. Et de dire, on vit en société, je ne le ferai jamais, sauf si la moralité l'impose, etc. Ça, c'est très important. J'ai l'impression que le vœu de beaucoup de féministes aujourd'hui, c'est de complètement affaiblir l'homme en règle générale, de le rendre incapable de faire du mal. Or, Dieu sait qu'on a besoin des hommes. Quand ils construisent des routes, quand ils posent le grid électrique, quand ils sont dans les ébouts, quand ils posent des briques pour construire nos maisons, ou quand ils sont dans les tranchées de Passchendaele ou de Verdun. Dieu merci, on a besoin des hommes. Et d'ailleurs, toutes les activités que je viens de vous souligner sont majoritairement hommes à 80-90% sur les plateformes pétrolières, etc. Allez sur une plateforme pétrolière et expliquez-leur qu'il faut moins de masculinité. Enfin, ça, c'est vraiment la tour d'ivoire académique qui est complètement déconnectée de la réalité. Je poursuis cet article que vous aviez écrit donc, pour le site belge 21 News. Vous écrivez si Donald Trump parvient à séduire des électeurs latinos, noirs et féminins, nous devrions aussi, alors nous c'est la droite, hein, oui. nous devrions aussi courtiser nos concitoyens issus de l'immigration et ne pas laisser cet électorat entièrement à nos adversaires. Le vote musulman en particulier offre une opportunité car cette population est souvent plus conservatrice et en désaccord avec le wokisme sexuel de la gauche. Oui. Alors, le vote musulman, parlons-en. Le wokisme sexuel, je ne sais pas trop ce que c'est, parlons-en aussi. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par cette phrase, en fait ? Un constat assez simple. Déjà, quand on regarde la diaspora, par exemple, algérienne, en France, franco-algérienne et algérienne, est en règle majoritaire, est en majorité favorable à la politique de M. Tebboune, qui est un nationaliste complet. La diaspora tunisienne, c'est à peu près la même chose. La diaspora turque sont relativement tous derrière Erdogan. On peut difficilement faire plus nationaliste et conservateur culturellement. Et pourtant, en France, les franco-tunisiens, les franco-algériens votent principalement pour la France insoumise. Il me semble qu'ici, il y a une contradiction. Premier point. Deuxième point. La majorité des Français musulmans, pratiquants, gens tout à fait normaux, pas du tout des terroristes, Dieu merci, il faut reconnaître l'évidence, commençons déjà par la souligner. C'est des gens qui sont culturellement, pour une grande partie, conservateurs. C'est des gens qui vont critiquer immédiatement les pratiques insupportables des talibans, vont dire que l'État islamique c'est une abomination, mais vont dire qu'ils sont peut-être pas hyper fans du mariage homosexuel ou que sais-je. Quand on demande par exemple aux jeunes musulmans anglais, ils nous expliquent qu'il y a beaucoup qui trouvent que le mariage homosexuel ne devrait pas forcément être légalisé. Enfin, et ici, dans ce conservatisme musulman, il se rapproche en vérité de ce qu'étaient les cathos d'il y a 25 ans, les cathos d'il y a 30 ans.
c'est difficilement mariable avec une extra-gauche aujourd'hui qui pourtant récolte leur vote avec un succès fou et qui, culturellement, est exactement le contraire, qui nous explique que tout ce qui compte, c'est la sexualité, qui nous explique que tout ce qui compte, c'est une sorte de maximisation sexuelle dans tous les aspects de sa vie, la régression de ça, l'identité pure, etc. Donc là, pour moi, il y a une contradiction. Et ensuite, ça c'est le constat, et ensuite la solution, c'est d'expliquer aux gens que la droite n'a majoritairement pas joué sur le terrain de la culture depuis des années, et n'a pas essayé de séduire un électorat qu'elle considérait comme perdu. Ça, pour moi, c'est une erreur, parce que contrairement à certaines promesses, d'ailleurs, de l'extrême droite ou du Rassemblement national, aujourd'hui, vraiment, je vais faire soft, mais entre 9 et 20% de la population française est de confession musulmane. Si vous pensez une seule seconde qu'on va se débarrasser de ces gens-là, une grande partie d'ailleurs qui sont français, vous êtes des dingues. Vous êtes des dingues. Ils font maintenant partie du pays. Même si on réduit l'immigration à 0, même si on se débarrasse de toute l'immigration illégale, même si on exécute tous les OQTF. Et d'ailleurs, les courbes démographiques ne mentent pas, et ça ne va faire que s'accroître, ce phénomène-là. Donc, ne pas adapter le message de la droite à un électorat immense, en grande partie rationnel, etc., c'est n'importe quoi pour moi. Et c'est une immense opportunité loupée. Vous avez même dit dans Capoetico une phrase qui a fait beaucoup parler à l'extrême droite. Il faut que Mohamed devienne un prénom français. Si dans 4 siècles, les Français ont tous la couleur de mon café, je m'en fous. S'ils boivent du vin et payent leurs impôts, on aura réussi. Oui, alors la phrase que la journaliste de Politico a prise, bien évidemment sortie de son contexte, etc., n'est pas complète. Parce que ce n'est pas exactement ce que je dis. Ce que je dis, c'est que, oui, bien sûr, la couleur de peau, je n'en ai strictement rien à foutre. Mais alors là, ici, ils veulent tous m'attaquer, mais ça ne rentre même pas dans l'équation, si vous voulez. Le taux de mélanine sur la peau d'un individu ne rentre en rien dans mon calcul de comment on fonde une société. Premier point. Deuxième point, je parlais, et c'est là qu'elle a coupé, de la culture avant tout. Et je dis, s'ils lisent Hugo et Voltaire et Dumas et chantent la Marseillaise et aiment Napoléon et lisent sur Henri IV et récitent Corneille, et boivent du vin et payent leurs impôts, mais bien sûr qu'on a gagné. Mais qu'est-ce qui manque en fait à ces gens qui disent que cette déclaration est inacceptable? Il manque quoi? Une couleur de peau? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on les blanchisse? Enfin, on est quand même chez les dingues. Il manque quoi? La culture, la cohabitation et la participation complète à l'œuvre sociale républicaine française. L'amour du pays, la participation dans ces institutions. Il manque quoi? Enfin, c'est une vraie question. Tous les gens qui ont trouvé que c'était si désagréable, alors certes, une partie de la phrase est droite, hein. Bien sûr, mais j'ai envie d'avoir la conversation avec eux, parce que je suis toujours prêt à être convaincu. Peut-être que c'est une connerie, mais il me semble qu'aucun d'eux n'a réussi à répondre à cette question. Il manque quoi? Il manque quoi? Qu'est-ce qu'un musulman importé ou immigré doit prouver s'il remplit toutes ces catégories-là, s'il achète pleinement? Parce que le problème, et pourquoi ils ne peuvent pas répondre à cette question, c'est parce que cette question ne marche pas notamment avec ma famille. Bien sûr. Parce que moi, mon grand-père parlait français avec un accent à couper au couteau, est débarqué en France, immigrant hongrois, et a acheté le projet républicain, est rentré dans la Légion étrangère. Et son fils fut président de la République. Donc quelle est la différence, à part esthétique, à part la couleur de peau, entre l'immigrant maghrébin qui, pour lui, la religion, c'est purement le monde privé, qui maintenant boit du vin, qui paye ses impôts, qui aime Hugo et Voltaire? C'est quoi la différence entre lui et mon grand-père? C'est ça que je ne comprends pas, en fait, dans leur équation. Pour vous, ce qui prime, c'est l'assimilation. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que les personnes qui sont français, mais peuvent ne pas se sentir français. Et pour vous, le défi de la droite, notamment, mais de la France peut-être, c'est de les faire sentir français. C'est ça que vous dites? Il faut devenir une machine à fabriquer des Français. Comment on fait? C'est entièrement. C'est pour moi le plus compliqué. Parce que, en vérité, la question de réduire l'immigration, d'ailleurs, les travaux de M. Fourquet le montrent très bien, le premier vecteur d'assimilation, c'est la réduction des flux. Jérôme Fourquet. De M. Jérôme Fourquet, exactement, dans l'archipel français. Il parle de... sur ce chapitre, je pense que c'est les 2 vagues d'immigration polonaise et portugaise, 19e et 20e. Et il traque, par exemple, les mariages mixtes, donc entre polonais, portugais et français, le nom donné aux enfants, polonais, portugais ou français, la création de clubs de tennis que polonais ou clubs de foot que portugais, etc. Et il se trouve que le premier vecteur d'assimilation, c'est la réduction des flux. Parce qu'on ne renouvelle pas, à travers les gens, le sentiment de non-appartenance à la masse autochtone. Donc, ce que je dis n'est en vérité pas du tout en contradiction avec la majorité de la droite. Il faut absolument réduire les flux, parce que là, les chiffres sont complètement pharaoniques, et je pense que principalement, c'est une question de volonté politique. Il y a un peu d'autres choses, il y a des problèmes institutionnels, mais
la réduction des flux migratoires, illégales comme légales, c'est une question de volonté politique. Et marier ça, main droite et main gauche, avec une politique d'assimilation totale, où on dit les pratiques communautaires, les pratiques religieuses inacceptables, le défi créé contre la République, là on tape avec toute la force de l'État. Zéro tolérance. Mais si vous participez aux principes républicains, si vous payez vos impôts, vous aimez la culture, vous voulez devenir français, alors là on vous donne tout. Alors là on vous donne tout. Et je pense que, et j'avais fait une autre tribune à ce sujet, il y a un rôle que l'armée doit jouer là-dedans. Alors pas forcément l'armée, parce qu'on a des problèmes aujourd'hui de coûts et de personnel et de raison d'être de nos forces armées qui est tout à fait exceptionnel, mais on avait 5000 mecs à Barkhane et on était essoufflés, donc penser qu'on va rétablir le service militaire et foutre 250 000 jeunes par an, c'est complètement fou. Mais, et j'encourage vos éditeurs à aller consulter ce bouquin, un livre tout à fait exceptionnel qui est publié à la fin du 19e, 1892 ou 1893, par le maréchal Lyautey, qui s'appelle « Le rôle social de l'officier », où il fait, c'est d'ailleurs assez marrant de lire ça parce que la Première Guerre mondiale arrive 20 ans après, mais où il dit « les grandes guerres, c'est fini ». Si les nations sont trop liées avec le commerce, etc., si vous pensez que vous allez devenir officier aujourd'hui pour partir à l'aventure, vous n'avez rien compris. Il n'y aura plus de grandes guerres, etc. Mais ce qu'on peut faire, c'est de transformer l'armée en une entité sociale. Parce que tous les Français du monde vont se souvenir d'un général, d'un capitaine, d'un lieutenant qui ont influencé leur vie. On peut donc former des Français. Alors, son modèle, bien sûr, le service militaire obligatoire venait d'être installé, n'est pas du tout comparable au nôtre, mais les leçons philosophiques sont les mêmes. Parce que, et mon expérience, on peut en dire pour quelque chose, quand on prend un jeune et qu'on le fout dans une caserne, où les actions ont des vraies conséquences immédiates, où l'incarnation républicaine et nationale est omniprésente, M. Fourquet parle aussi de ça d'ailleurs, la perte du service militaire, la perte des colonies de vacances, la perte de l'appartenance nationale, où l'appartenance nationale est omniprésente, on peut vraiment faciliter le processus d'assimilation. Donc on peut imaginer plusieurs choses. On peut imaginer par exemple une espèce un choix pour les délinquants, entre quelques années dans une maison de rétention ou en prison, ou quelques années en caserne. On peut imaginer une espèce de loterie, où 1% de tout, ou 5%, ou que sais-je, de tous les migrants qui arrivent en France masculins entre 18 et 25 ans peuvent tomber là-dedans, parce qu'à la fois c'est un vecteur d'assimilation, c'est aussi dissuasif pour ceux qui n'ont pas encore entrepris le voyage pour la France. Enfin, il y a plein de choses. Il suffit juste de réfléchir à une solution, quoi. Le seul vrai problème avec cette idée-là, c'est que l'armée va dire non. C'est pas notre job. J'en ai parlé à plein de soldats et d'officiers d'ailleurs, et c'est la première réaction. On va dire, nous, on a marre d'être le couteau suisse, etc. Et il est vrai que c'est pas leur vocation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut réfléchir à la création d'une entité différente, une espèce de garde nationale, à vocation d'être peut-être des unités de réserve en cas de conflit de haute intensité, mais sinon avec un rôle social principal. Et sinon, il faut aussi dire à l'armée qu'avec tout le respect qu'on a pour elle, son travail est de former la nation, et qu'il y a un fait qui est indébattable, c'est qu'aujourd'hui, si on continue à ne pas assimiler du tout et à importer des populations étrangères par millions, c'est la fin de notre civilisation. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire une civilisation française sans français. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème assimilatoire immense. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont purement français, pleinement français, mais qui se revendiquent de la patrie d'appartenance du père ou du grand-père ou de l'arrière-grand-père. Et à partir du moment, c'est comme ça qu'une nation se détruit. Et le problème démographique, d'ailleurs, ne fait qu'exacerber ce problème-là. Donc il faut dire à l'armée que là, la menace est existentielle et qu'elle n'a pas le choix, qu'à la fin, c'est les civils qui décident. Il y a une de vos phrases récemment qui a fait beaucoup parler au Monde, le journal Le Monde, quand vous avez dit « Si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade, je stopperais tous les visas, j'augmenterais de 150% les tarifs douaniers. Est-ce que vous regrettez cette phrase ? Alors la phrase, bien évidemment, n'était, comme toujours, pas du tout dite comme ça, et complètement sortie de son contexte. Et d'ailleurs, sur le moment même, la journaliste avec qui je parle ne relève pas du tout le côté problématique de la chose. Et d'ailleurs, même après la publication de l'article, je pense qu'elle voulait faire le buzz, mais elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait, parce qu'en vérité, c'était bien évidemment une exagération voulue, une figure de style. Enfin, je parle naturellement, je ne suis pas formé dans les écoles nationales d'administration avec un langage parfaitement travaillé. C'est ce que je suis. Est-ce que c'est un problème de maîtrise de la langue ? Est-ce que vous êtes allé trop loin ? Mais est-ce que quand on dit à son frère, quand on s'engueule, je vais te dévisser la tête,
est-ce qu'on devrait être mis en demeure pour tentative de décapitation? Enfin, je veux dire, c'est la différence entre la parole privée et publique. Oui, sauf que là, c'était accessoirement pas sur un plateau télé. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose que j'ai dit, c'est un propos rapporté. Et telle est la différence. C'est l'Algérie, l'État algérien qui m'attaque en justice aujourd'hui et qui veut absolument que le sujet devienne Louis Sarkozy, alors que le sujet n'est pas Louis Sarkozy. Le sujet, c'est Boualem Sansal et son incarcération ignoble, illégale, et désastreuse pour notre pays et pour lui et pour tous ceux qui aiment ses livres et tous ceux qui aiment la liberté d'expression. Je parlais, quand je dis cette phrase, sur les réponses diplomatiques et financières à une telle arrestation. Voilà ce que je voulais dire. C'était qu'il fallait monter la pression sur l'ambassade et sur l'État algérien. Et c'est ça l'origine de la phrase. Qui ose imaginer une seule seconde que j'argumente pour la destruction ou un acte terroriste commis contre un bâtiment d'ailleurs français? Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Vous ne regrettez pas le choix des termes? Je ne regrette pas le fait qu'il faut absolument durcir le ton avec l'Algérie, non, non. Et les mesures que j'ai soulignées ici, je ne les regrette pas non plus, non, pas du tout. Il paraît que vous voulez vous présenter en 2026 pour les municipales à Menton. C'est vrai? Écoutez, je suis candidat nulle part. Et ça serait vous mentir que de vous dire qu'il y a une destination, on y va quoi qu'il arrive, on est tous en train de bouger. C'est pas vrai. D'ailleurs, au tout début, c'était la mairie de Neuilly. Ensuite, c'était le 8e, soi-disant, la ministre, Madame Dati, m'attendait et m'avait promis le 8e. Et voilà, donc comme quoi, tous les mois, il y a une nouvelle rumeur. Ce qui est vrai, par contre, c'est que j'ai un appartement là-bas. Ce qui est vrai, c'est que j'aime profondément la région. Et ce qui est vrai, c'est que ce bastion de la droite républicaine s'apprête à tomber dans les mains du Rassemblement national. Encore une fois, je ne suis pas de l'arc républicain qui vous explique que c'est des fascistes et que le problème c'est que c'est... Mais c'est juste qu'il y a une vérité qui est assez profonde dans l'existence politique française, c'est que quand le Rassemblement national est fort, la droite républicaine est faible, et quand la droite républicaine est forte, le Rassemblement national est faible. Donc si on est dans une logique politique électorale assez normale, et qu'on est de ma famille politique ou grosso modo du centre-droit, on œuvre pour la défaite du Rassemblement national. Ça me paraît une évidence affligeante, et même de le souligner relève quand même de l'absurde. Donc je m'intéresse à la région, j'aime profondément Menton. Ma belle-sœur vivait à Beau-Soleil pendant des années, on a eu la chance de passer quelques mois là-bas. Je vais dans la région depuis que je suis gamin, et aussi il est vrai que ma femme fait tout ce qu'elle peut pour nous pousser à vivre hors de Paris, parce que la vie à Paris est quand même assez écrasante et pas très agréable. Donc voilà, si j'étais candidat, je vous le dirais. Je serais ravi de revenir d'ailleurs si vous m'invitez, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, vous aurez 28 ans en mars 2026, c'est l'âge évidemment auquel votre père est devenu maire de Neuilly, oui, à 28 ans. Est-ce que ça veut dire qu'à 28 ans, vous serez candidat à une élection? Je ne sais pas. En toute honnêteté, je ne sais pas. J'ai vu que vous collectionnez des artefacts historiques. J'ai écouté un podcast assez intéressant, d'ailleurs, vous parliez de littérature. Vous aviez des lettres de Napoléon, des armes et même une mèche de cheveux du deuxième président américain, John Adams, exact, que votre meilleur ami vous a donné. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, d'ailleurs, quand on fait des dîners à la maison, je fais toujours chier les invités parce que je voulais voir le petit musée et mes potes pensent que je devrais faire payer l'entrée. Oui, j'ai une petite centaine de pièces romaines et grecques et anglo-saxonnes. Effectivement, une mèche de cheveux de John Adams. J'ai des armes zoulous. Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Parce que c'est la matérialisation de ce que je lis, en fait, et de ce que je vois dans les documentaires et dans les films. C'est la réduction au réel d'une chose qui est pour moi tellement mystérieuse et que je ne comprends pas, en fait, malgré tout le temps que je passe là-dedans. C'est ce que vous disiez, le passé, en fait. J'arrive pas à comprendre, en fait. J'arrive pas à comprendre qu'il y a 2000 ans, on avait des villes avec les rues numérotées, avec des centaines de kilomètres de canalisation, avec l'eau chauffée, avec des systèmes d'organisation et de logistique parfaitement développés, avec des armées de 250 000 hommes qui marchaient des dizaines et des milliers de kilomètres. J'arrive pas à comprendre comment c'était, que tout était construit par le muscle humain ou le muscle animal, qu'ils ont construit une civilisation, des philosophies, des écoles de pensée, des mathématiques. Enfin, ça me paraît, mais surréaliste, en fait. Et je vous dis ça, pourtant, moi, l'histoire, c'est ma vie, hein, c'est tout ce que j'aime, c'est ma passion. Ma femme se moque d'ailleurs beaucoup de moi parce qu'elle me dit qu'on n'a pas regardé un film normal depuis qu'on se connaît. Tout est histoire, ou tout est politique, ou tout est guerre. Et donc, dans l'artefact, il y a une façon de condenser
ce mystère et cet amour en un objet. Et j'aime beaucoup, par exemple, avec mes pièces, et d'ailleurs j'ai quelques pièces romaines tatouées sur moi, la pièce est particulière parce qu'il y a plein de signes dans les pièces. Et les numismates, d'ailleurs, en parlent très bien. Ceux qui collectionnent les pièces. Exact. Parce que, par exemple, dans une pièce que j'ai, un tétradrachme grec, qu'on appelle les hiboux sacrés, parce que dessus, il y a une espèce d'hibou magnifique avec d'immenses yeux. Et il y a un petit coup de lame dans la pièce. On voit l'endroit où le marchand antique a planté sa dague pour juger la qualité de l'argent. Quand j'ai un tétradrachme qui date de 500 ans avant Jésus-Christ, je ne sais pas combienième propriétaire de cette pièce, qui a survécu la guerre de Péloponnèse, les guerres perses, qui a survécu à tout l'Empire romain, aux Byzantins, aux conquêtes arabes, à tout le Moyen-Âge, à toute la beauté et la naissance de la France, à la Renaissance, à Napoléon, à l'industrialisation, et qui est arrivé à moi. Enfin, c'est un peu comme le photon qui part du soleil et qui touche ma rétine, quoi. Alors, le voyage n'est que de 8 minutes dans le cas du photon. La pièce, c'est 2 millénaires et demi. Enfin, y a-t-il quelque chose de plus beau que ça, quoi? Et l'objet, moi je suis matérialiste, j'aime pas du tout les gens qui disent moi j'aime les objets, j'aime les livres profondément, l'objet, j'aime les pièces de monnaie, j'adore ça. Et c'est profondément humain parce que c'est des gens qui avaient enfin, je parle ici des Grecs, mais on peut parler de tout le monde, mais des vies d'une difficulté immense. La violence et la mort étaient omniprésentes, les guerres, l'injustice chronique, la maladie partout. Et pourtant, ils font des belles pièces. Ils font l'effort. Ils passent des générations entières à améliorer le design d'une petite pièce. Et de savoir que leur œuvre aujourd'hui est encore appréciée, ça me console. Enfin, j'aime ça. On arrive au terme de notre conversation. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Une petite question quand même, parce qu'en termes là, on a le temps de discuter. C'est l'équivalent des podcasts ou des vidéos longues. Et j'ai le sentiment que vous-même, vous avez un podcast en toute liberté. Communiquer autrement, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Profondément. Pour une raison bête, c'est que, et on le dit encore aujourd'hui, et ça c'est inacceptable de le dire, que la majorité des gens en fait sont cons et qui ne comprennent pas. Et que qu'est-ce qu'on va gaspiller 4 heures d'explication sur des subtilités économiques ou fiscales à des gens qui ne s'y intéressent pas. Il est vrai que la majorité des Français ne s'intéressent pas vraiment au débat du cercle politico-médiatique. Mais de penser que les gens sont cons, penser que le peuple de Louis XIV est con, ça disqualifie immédiatement la personne qui dit ça de toute conversation sérieuse. Parce que, bien sûr, il ne s'inclut pas, comme toujours. Tout le monde est con sauf soi. Exactement. Tout le monde est con sauf soi. Et donc, le podcast long format, déjà, le succès de ce médium. Je pense au vôtre, mais comme aux États-Unis, quelqu'un comme Joe Rogan, qui a un mathématicien ou un physicien théorique pendant 4 heures de podcast, il y a 15 millions de vues. Et Trump a beaucoup misé là-dessus. Mais bien sûr que oui. Alors Trump est loin du mathématicien ou du physicien théorique ou de l'historien. Mais il y a une soif chez les gens. Il y a une soif intellectuelle de comprendre, de se plonger dans les sujets. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Et d'ailleurs, j'ai souvent dit que les gens lisaient moins, etc. Mais je ne sais même pas si c'est vrai, en fait. Peut-être que ça a toujours été une minorité qui lisait Shakespeare et autres, mais les gens se renseignent, enfin, les gens sont sur YouTube qui est un engin de savoir absolument monumental. Donc je suis convaincu que si on prend 1 heure de son temps, et si on est dirigeant politique, d'expliquer quelque chose aux gens, ils peuvent ne pas être d'accord, mais de ne pas le faire serait les insulter. Et je pense que les gens ont soif de ça, profondément. Et que bien sûr aujourd'hui, et je donnerais ça comme conseil, même je déteste les donneurs de conseils, mais c'est le caractère politique qui préfère le plateau télé à court format de l'interview longue, méfiez-vous-en immédiatement. Il faut pouvoir parler des choses, il faut pouvoir creuser. Pas faire le short de 60 secondes où le journaliste le chope sur une question problématique, où lui peut placer son élément de langage. Il faut pouvoir expliquer les choses. Et je pense que nous, on est un peu en retard là-dessus, comparé aux États-Unis, mais on y arrive. On y arrive. On a toujours un peu 10 ans de retard d'ailleurs sur tous les grands mouvements culturels. Le podcast en est une bonne chose.
Et je suis le premier à trouver qu'il est le bienvenu, et c'est pour ça que merci de le souligner, que j'ai créé le mien, parce que justement, je voulais avoir l'opportunité de parler à des gens et de les laisser s'exprimer. Et d'ailleurs, Pascal Praud, quand j'étais sur Europe 1 il y a quelques semaines, me disait « mais c'est pas en direct ». Je dis « non, non ». Il dit « mais vous leur donnez un droit de relecture ?» Je dis « bien sûr ». Il dit « mais vous pouvez pas faire ça ». Il faut pouvoir les coincer, enfin pas les coincer, mais il faut pouvoir qu'ils assument leurs paroles. Et je dis « ah non, moi, l'objectif, c'est que la personne qui sort du podcast soit parfaitement heureuse de ce qu'elle a dit. Je veux comprendre ses positions, pas du tout les coincer. À chaque fois qu'elle me dit « est-ce qu'on peut refaire cette question ?» Mais bien évidemment, aucun souci. Vraiment. C'est la bienveillance d'avoir un espace, comme vous me l'avez laissé aujourd'hui, où on a la vraie opportunité d'expliquer ses positions, même quand elles sont controversées, surtout quand elles sont controversées. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans des champs de mines et il faut pouvoir les naviguer, et il faut du temps pour les naviguer. Donc oui, si un jour j'ai un futur politique, bien sûr que ça... J'espère en tout cas que ça participera à ma communication. Merci. Merci à vous.